Bonsoir à tous, c'est Isma pour NLG et on se retrouve pour un deuxième épisode d'Histoire Crypto où je vais vous raconter le crash du célèbre exchange Mt. Gox. Mt. Gox est un nom tristement célèbre qu'on entend encore aujourd'hui dans les news comme vous allez le voir tout à l'heure. Le procès est toujours en cours pour plusieurs plaintes et les utilisateurs n'ont toujours pas retrouvé leurs fonds qui ont été volés. Au tout début, Mt. Gox c'était pas un exchange crypto, c'était un exchange de cartes Magic the Gathering. Pour ceux qui connaissent, donc c'est des cartes à collectionner un peu à la Pokémon on va dire. Ça a été fondé en 2008 par un développeur qui s'appelait Jeb McCaleb. Et c'est à partir de 2010 que Mt. Gox s'est vraiment reconverti comme un exchange de Bitcoin. Et je parle bien de Bitcoin, il n'y avait pas d'autres crypto-monnaies à l'époque. Suite à la reconversion et à l'ampleur qu'a commencé à prendre l'exchange, Jeb McCaleb a décidé de vendre la plateforme à un développeur français qui est autre que Marc Karpeles. Et c'est lui qui a run l'exchange jusqu'à sa perte. Vous ne le savez peut-être pas, mais en 2011, Mt. Gox a connu son premier hack d'une valeur de 2000 bitcoins parce qu'un ordinateur d'un auditeur de sécurité a été compromis par un hacker. Et ce hacker, en fait, grâce au credential et au login de cette personne, il a pu modifier le prix du bitcoin sur l'exchange pour atteindre quelques centimes et par conséquent faire un glitch qui lui permettait de retirer des bitcoins. On a retiré 2000. Suite au hack, ça n'a pas empêché Mt. Gox de devenir le numéro 1 d'exchange de crypto dans le monde, avec un volume de transactions qui était équivalent à 70% de toutes les transactions existantes et mondiales sur le Bitcoin. Donc c'est énorme. Mais comme un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, N'oublie pas, à grand pouvoir correspond grande responsabilité. Mt. Gox a rapidement été target par des hackers plus intelligents, plus performants, qui ont réussi à le mener à sa perte. Et c'est en février 2014, alors que Mt. Gox était à son pic de trafic, qu'il décide de bloquer les retraits Bitcoin en citant des problèmes techniques. Sauf que quelques jours après, l'étendue des dégâts a rapidement été constatée par la communauté et il manquait en effet 850 000 bitcoins dans les portefeuilles de Mt. Gox, ce qui rendait l'exchange complètement insolvent pour une valeur d'environ 450 millions de dollars à l'époque. Donc même si c'était en 2014, c'était un énorme montant. Après le dévoilement de la nouvelle, le prix du bitcoin s'est effondré, a perdu plus de 30% en quelques minutes. On a su quelques mois après comment le hack s'est produit. Mt. Gox était au courant, des chercheurs avaient déjà montré cette faille à l'époque. En fait, les hackers ont utilisé une faille connue dans le Bitcoin à l'époque qui s'appelait les Transaction Malleability. C'est le fait de pouvoir modifier le hash des transactions sans nuire à leur aboutissement. Donc elles allaient quand même se produire, mais vous allez pouvoir quand même changer le hash dans les transactions non confirmées. Et la conséquence, ça avait que vous pouviez faire un retrait de Mt. Gox, mais Mt. Gox, une fois que vous avez changé le hash, Mt. Gox allait croire que la transaction n'était pas passée et allait la recommencer, la relancer. Sauf que sur la blockchain, la transaction allait quand même se confirmer au fur et à mesure et les bitcoins allaient quand même être envoyés. Du coup, si vous aviez que un bitcoin sur votre compte, vous pouviez créer des milliers de transactions à un bitcoin et Mt. Gox ne le détectait pas comme un vrai retrait parce que vous changiez la transaction avant qu'elle soit confirmée. Sauf que les bitcoins allaient quand même de Mt. Gox à votre portefeuille. Donc des hackers ont utilisé cette faille pour retirer pendant des mois et des années. En fait, le hack s'est passé sur un grand laps de temps et faisait qu'en fait, Mt. Gox était assis sur des grosses pertes latentes qu'il n'avait pas remarquées. Par la suite, Marc Karpeles, le CEO, enfin l'ancien CEO de Mt. Gox, a réussi à récupérer 200 000 bitcoins sur un vieux portefeuille. Ce qui a mis le doute dans la communauté sur son implication au début sur le hack, etc. Parce que le mec, quand même, il a retrouvé 200 000 bitcoins qui étaient là sur un vieux wallet à lui, qui appartient à l'exchange. Enfin, voilà, donc ça a mis un peu le feu aux poudres à la commu, encore une fois. Un mois après le hack, Mt. Gox a ensuite rempli les papiers pour officialiser sa faillite, se plaçant sous la protection juridique du gouvernement américain et du gouvernement japonais. Ce qui a encore une fois fait crasher le prix des crypto-monnaies à ce moment-là. À la suite de la faillite de cet exchange, l'environnement crypto a complètement changé. Ça a mis en évidence qu'il fallait beaucoup plus de régulation et beaucoup plus de protection pour les fondateurs et pour les utilisateurs en crypto-monnaie, que ce soit en termes de sécurité d'exchange ou en termes de juridiction. Et donc, en réponse au hack, de nombreux exchanges live en 2014 ont complètement revu leur sécurité en embauchant des experts dans le domaine et également en mettant en place les cold storage tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc des cold storage, c'est les portefeuilles en fait des exchanges qui sont on-chain et qui sont justement bloqués sur le long terme, mais où il y a très peu de transactions. En fait, c'est vraiment sur des retraits long terme. Et c'est à ce moment-là également que les exchanges ont commencé à utiliser des portefeuilles multisignatures
qui permettait en fait à plusieurs fondateurs de devoir signer collectivement des transactions dans le but que si quelqu'un se fait hacker ses private keys ou alors il y a un acteur frauduleux, dans ce cas-là, il ne peut pas retirer les fonds du cold storage de l'exchange parce que il n'est pas le seul à détenir les clés. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui décident avec leurs propres clés de signer au même moment. L'incident a également mis la puce à l'oreille au gouvernement, notamment au Japon, qui a décidé que tous les exchanges crypto devaient adhérer aux mêmes régulations que n'importe quel acteur financier, aussi bien dans les mesures de blanchiment d'argent que les mesures de Know Your Customer, donc KYC, dans le but de bloquer tous les fonds illicites, etc. et d'améliorer la sécurité des exchanges et anticorruption, antifraude. Qu'en est-il devenu de Mark Karpeles suite au hack? C'est en 2015 qu'il a été arrêté. Il a été mis en procédure judiciaire pour détournement de fonds, corruption de data et ainsi que escroquerie et ainsi que abus de confiance. C'est seulement en 2019 qu'il a été acquitté des charges contre lui à propos de l'escroquerie et de l'abus de confiance, mais par contre il a quand même été chargé pour les data manipulation. Il a reçu de la prison avec sursis. Mais l'histoire ne s'arrête pas là car de nombreux anciens utilisateurs de Mt. Gox ont attaqué la filiale en justice pour essayer de récupérer le maximum des fonds disponibles. Et là, du coup, une bataille légale est encore en cours aujourd'hui. Elle n'est toujours pas finie, mais là c'est plus des cas par cas individuels, etc. Il faut savoir que Mark Karpeles avait très mal géré la sécurité de la plateforme, notamment en utilisant des techniques peu conventionnelles dans le dev. Il n'utilisait pas de versionning, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas un système pour faire des mises à jour normales comme on utilise aujourd'hui, mais qui était déjà utilisé depuis bien longtemps, ce qui est la base pour faire ce genre de système complexe. Il était seul à approuver toutes les nouvelles mises à jour, que ce soit de sécurité ou de changement rapide, ce qui faisait que certains hotfix ou brèches de sécurité mettaient longtemps à être comblés parce que il n'avait pas le temps en fait de review les demandes de ses développeurs, et des fois les demandes restaient 2 à 3 semaines sur son bureau alors que c'était des demandes extrêmement importantes. Ça, plus le début des crypto-monnaies où peu de choses étaient connues, il y avait peu de conventions, etc. Avec du Bitcoin qui est monté et qui a commencé à toucher des sommes astronomiques alors que le site était complètement non sécurisé, même pour l'époque. Ça a forcément attiré tous les hackers du milieu. Et ce qui a causé donc la perte de l'exchange et sa faillite. Et Mark Karpeles, malgré la faille qui était connue sur le Bitcoin à ce moment-là, n'avait pas agi justement pour résoudre le problème, malgré qu'il ait été interpellé par de nombreux chercheurs en sécurité, etc. Et voilà, donc c'était de la très mauvaise gestion. Et Mark, en fait, il disait dans une interview en 2020, je crois, que au début, il adorait faire ce qu'il faisait, mais à partir de quand l'exchange a commencé à prendre beaucoup trop de traction, il a complètement perdu en fait l'essence même du développement, etc. Et il a été confronté à des choses qu'il ne savait même pas que ça existait en termes de régulation, de personnes, etc. Les 2 dernières années de l'exchange, il a détesté être en lead de celui-ci parce que c'était horrible, genre il faisait plus du tout son travail et c'était pas du tout ce qu'il aimait en fait. Donc voilà, pour lui c'était un enfer. Et voilà. Et donc pour terminer cette histoire, Mt. Gox va enfin rendre les bitcoins. Donc il y a environ 250 000 bitcoins qui vont être rendus aux créanciers, mais ça va être libéré pendant un temps indéterminé et ça va prendre plus d'1 an avant que tout le monde ait ses bitcoins, parce que déjà vous pouvez choisir en tant que créancier si vous voulez qu'on vous donne 21% de ce qu'on vous doit maintenant, ou si vous voulez attendre sur le long terme et potentiellement retrouver plus de bitcoin, parce que il y a une histoire qui peuvent retrouver encore des bitcoins sur certains trucs, etc. Je sais pas trop exactement, c'est un peu compliqué, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les bitcoins vont être du coup distribués pas d'un coup sur le marché, vont être distribués sur le long terme, et la distribution va commencer fin mars, mais elle est repoussée depuis quelques mois déjà, à plusieurs mois à chaque fois. Donc est-ce qu'elle va encore être repoussée? On ne sait pas. Mais en tout cas, ne paniquez pas trop sur cette affaire sur le marché, parce que vous allez voir tous les mois, vous allez voir un titre aguicheur d'un article. Ouais, les FBTC de Mt. Gox vont être vendus. Je vois ça depuis 2018, les gars. Y a ça va rien faire sur le marché, d'accord? Voilà, donc sur ce, j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne de NLG pour de prochaines aventures, et à très bientôt sur le Discord et les réseaux. Allez, salut les gars, ciao!